tiens, on va commencer sur l'actualité. C'est ce que, en effet, Raphaël a suggéré, c'est-à-dire Koursk. Il faut pas. Calmons-nous, calmons-nous. L'Oblast, déjà, c'est pas Koursk la ville, c'est l'Oblast. Donc, cette attaque coordonnée des Otano kieviens, semble-t-il, qui montre que le cadavre bouge encore, au moins. Après, quel est l'intérêt tactique, stratégique? Où en sommes-nous déjà de leur éventuelle percée et comment est-ce que cela va aboutir? Sylvain Ferreira. Alors, dimanche matin, ça s'est joué en deux parties. Les réseaux ont commencé à faire état d'une hypothétique attaque loin du saillant de Souja, puisque faut arrêter de parler de Koursk. C'est comme ça depuis le mois d'août. On nous parle de Koursk, que la bataille se joue autour de la ville de Souja, dans l'oblast de Koursk, mais quand même à environ 75-80 km de la ville elle-même. Donc, il faut arrêter de parler de Koursk comme si on était dans la bataille du saillant de Koursk de 1943. Ça, c'est la première chose. Donc, dimanche matin, on nous dit, voilà, il y a certains réseaux pro-ukrainiens nous disent, oui, ça y est, ils ont déclenché une offensive plus au nord, dans un secteur tranquille, ils veulent viser tel endroit pour prendre à revers le dispositif russe autour de Souja. Bon, bref, on se rend compte très rapidement qu'il n'y a rien de tout ça qui est à l'œuvre. Et on voit par contre une attaque, et je dis bien une attaque, pas une offensive. On voit une attaque. Alors, si on est du côté ukrainien, on va dire une contre-attaque parce qu'elle vise à reprendre du territoire russe. Si on est du côté neutre, on va dire une attaque tout court, puisqu'on est quand même en territoire russe, territoire historique. Et donc, pardon, on comprend très rapidement qu'on a affaire à quelques milliers d'hommes qui sont soutenus par donc quelques colonnes blindées mécanisées avec en gros à chaque colonne on a 2 ou 3 chars maximum, quelques véhicules donc de déminage pour ouvrir les champs de mines, ouvrir des passages dans les champs de mines russes, des dizaines de véhicules de transport de troupes blindés, et que tout ça progresse. Alors d'abord, bien sûr, pour que les gens comprennent, une ligne de front, c'est pas un endroit, c'est pas une muraille. Si vous avez une première ligne d'avant-poste qui sont distants les uns des autres, parfois de plusieurs centaines de mètres, puisque maintenant avec les portées et la puissance de feu des armes automatiques, on n'a plus besoin d'être collés les uns aux autres. Donc ça, c'est ce qui vous permet de donner l'alerte en cas d'attaque. Et puis ensuite, vous avez une première ligne de défense, puis une seconde, et puis une troisième pour terminer. C'est généralement comme ça, notamment, que les Russes étagent leur défense depuis très longtemps. Et vraisemblablement, cette attaque, au moins sur 2 endroits, a réussi à atteindre la troisième ligne de défense russe. Voilà, avec des combats qui ont été acharnés. On a assisté au brouillage d'une partie des drones russes, comme ça avait été le cas le 6 août, mais les drones optiques, eux, ont continué de fonctionner parce que ils sont pas du coup sensibilisés aux problèmes de guerre électronique. C'est bien pour ça qu'on en voit de plus en plus, même s'ils coûtent beaucoup plus cher. Et donc, du coup, les Russes ont quand même pu continuer de faire de l'observation de ces différentes colonnes. Et ce qui devait arriver arriva, c'est que les VKS, les forces aérospatiales russes, sont intervenues, mais alors là, comme elles n'étaient pas intervenues au mois d'août, dans les mêmes proportions, et ça a été l'halali. C'est-à-dire que tout ce qu'avait réussi à atteindre cette troisième ligne de défense russe s'est retrouvé sous le feu de l'aviation, de l'artillerie. Ce qu'il faut préciser, ce qui est très surprenant d'un point de vue tactique, c'est que les gars ont lancé ça sous un soleil radieux, avec un ciel, on voit les images qui ont été prises par les pilotes russes depuis leur cockpit, c'est l'azur total, il n'y a pas un nuage. Donc ça veut dire que pour eux, pour repérer au sol ce qui se passe ou ce genre de choses, c'était du billard pour eux. C'est ça qui est très surprenant. D'habitude, on se dit quand on n'a pas de moyens aériens, en faisant référence à ce qu'a fait la Wehrmacht dans les Ardennes en 44, eh bien, on essaye d'attaquer, et que l'adversaire en a beaucoup, on essaye d'attaquer quand il fait un temps déplorable pour éviter que l'adversaire vous casse la figure avec son aviation. Là, ils ont attaqué un soleil complet pour éclairer le champ de bataille, ce qui a facilité, j'imagine, le travail des aviateurs russes. Et donc, depuis 48 heures, ça s'est à nouveau figé. Voilà. Il y a eu donc des prisonniers qui ont été faits. On a constaté, alors on a eu d'abord l'idée que c'était une diversion, c'est-à-dire qu'ils attaquaient là
et que ça allait mobiliser des moyens russes, notamment l'aviation, et qu'ils allaient ensuite attaquer dans un second temps ailleurs. Pour le moment, ils ne l'ont pas fait. Et surtout, jusqu'en fin de journée, on se disait, bon, ben voilà, si c'est une attaque de diversion, pourquoi pas. On nous parlait d'éléments tirés d'environ 9 brigades qui sont présentes dans le saillant de Souja depuis un moment. Et on a constaté en fin de journée que la qualité des prisonniers, c'était des types qui appartenaient aux meilleures brigades de l'armée ukrainienne. D'accord. Et là, on se dit, une diversion, on ne l'attend pas avec ses meilleures troupes. Généralement, on envoie des troupes de qualité un peu moindre parce que le gros coup qu'on va porter derrière, il va être fait, lui, par les unités dites d'élite ou en tout cas celles qui sont les plus réputées. Et là, ce n'est pas, semble-t-il, le cas parce que d'abord, les prisonniers appartiennent donc à une unité réputée les meilleures. Et puis ensuite, quand on a vu les premiers rapports de combat arriver, les Russes eux-mêmes ont dit, mais attendez, là, les gars qui se battent contre nous, ils se battent avec un savoir-faire, un niveau d'instruction et une détermination qui correspond bien au fait que ce sont les meilleures troupes ukrainiennes. Ça peut pas. Bon, ou alors les Ukrainiens ont coupé en deux leurs réserves et ils en ont une autre partie ailleurs, mais ça veut dire qu'ils diluent leurs moyens et ils vont lancer un autre coup encore quelque part ailleurs sur le front, mais j'en doute fort. Parce que du coup, la conclusion, c'est que c'est une attaque qui vise à récupérer un peu de territoire. On parle de 25 km². Alors, j'ai un doute sur le chiffrage, mais peu importe, on s'en fiche. Les lignes n'ont pas été percées, donc ils peuvent reprendre tout ce qu'ils veulent sur la première zone de contact. C'est la zone grise. Voilà, dans la zone grise où après, on s'en fout complètement, puisque les défenses russes ont tenu, que les pertes ukrainiennes dès le premier soir étaient importantes, et notamment en termes de matériel. On parle d'une dizaine de chars détruits, dont au moins peut-être un Challenger 2. S'il n'est pas détruit, en tout cas, il a été endommagé de telle sorte à ce qu'il n'a pas pu regagner les lignes ukrainiennes. D'une trentaine de véhicules blindés de transport d'infanterie, et puis de plusieurs centaines de types au tapis. Voilà. Donc, pourquoi faire? Eh bien, pour moi, donc pas de diversion, occuper du terrain dans le territoire historique de la Russie, montrer aux Occidentaux, et c'était bien ce que rapportaient hier soir les tarés d'LCI, regardez, on est toujours capable de faire la guerre, et surtout tout ça, puisque donc après-demain, il y a une réunion à Ramstein, dire aux Occidentaux, vous pouvez continuer d'envoyer des armes, regardez, on en a besoin pour attaquer, et on est encore capable de porter des coups. Alors, on a eu un truc extraordinaire en termes de propagande, c'est qu'on a l'Institut, le fameux Institute for the Study of War de la famille Kagan-Blinken, qui est le maître à penser de toutes les chaînes de désinformation en Occident depuis le début de ce conflit, et avant, parce que nous, avec Stratégique, on partageait déjà les publications de l'Institute for the Study of War sur la guerre en Syrie, bien sûr sur l'Ukraine, et on voyait bien que ces types-là, ils étaient au taquet sur ce qui allait se passer, ou ce qui se passait d'ailleurs en Syrie. Ils soutenaient déjà les djihadistes modérés, ne l'oublions pas. Et donc là, eux, ils nous disent, voilà, ils ont avancé de 2,5 km, les Ukrainiens, c'est une avancée tactique. La veille, les Russes ont coupé une des deux routes d'approvisionnement de Pokrovsk. Ils ont fait une progression générale dans le secteur de Kurakhove qui est colossale, de probablement à peu près le même nombre de kilomètres, mais là, c'est sans importance. Et donc, on voyait les petits chanteurs à la croix de fer de LCI nous sortir. C'est les nuls qui avaient fait ça, excusez-moi, mais d'accord. Les petits chanteurs à la croix de fer, c'était les nuls. Chanter la même chanson, c'est-à-dire venir nous dire, et bien sûr en tête, on avait l'hôtesse de l'air Titelman qui reprenait la chanson intégralement. Voilà ce que les Russes n'arrivent pas à faire, ce que ceci, ce que cela. Notre petite hôtesse de l'air a oublié de nous montrer la progression de l'armée russe dans Toretsk ces derniers jours. Il a oublié de nous montrer la progression de l'armée russe dans Chassov-Yar ces derniers jours. Et bien sûr, comme je viens de le rappeler, dans tout le secteur de Pokrovsk-Kurakhove. Donc, on voyait bien déjà quelle chanson ils chantent, c'est-à-dire celle de l'Institute for the Study of War, on ne cesse de le dire depuis 2022, et c'est certainement pas leurs analyses propres parce qu'ils en sont incapables, et que derrière, eh bien, les Russes continuent d'avancer partout ailleurs, et surtout sur le secteur de Souja, ce qui est très important, c'est la dernière information qu'on a eue dimanche soir qui s'est confirmée hier matin, c'est que
Soudja est au centre du saillant, parcouru par une route qui relie Soudja à Soumy, qui s'appelle la R200, et cette R200 monte vers là où les Ukrainiens ont attaqué. Dans la même journée de dimanche, les Russes se sont rapprochés de Soudja par le sud. Ils ne sont plus qu'à 4 km de la R200. C'est-à-dire que le commandement ukrainien a décidé de lancer une opération offensive. Je dis bien une opération offensive, pas une offensive, hein, une attaque donc, vers l'extérieur de ces lignes de communication en allant vers le dispositif ennemi, alors qu'à la base de son propre dispositif, sa seule voie d'approvisionnement logistique est de plus en plus menacée par l'armée russe. Alors moi, je connais un général qui adorait faire ça. Hein, dire à l'adversaire, tiens, viens me chercher sur un flanc, je vais t'enfoncer devant, mais tu m'auras jamais. Bon, il est sous le dôme de Notre-Dame des Invalides, il s'appelle Napoléon Bonaparte, c'est notre empereur, et j'en connais pas beaucoup d'autres qui étaient capables de faire ça. Et donc là, c'est de la folie de faire ça. Parce que vous engagez vers l'avant votre dispositif offensif avec donc vos meilleures unités, et vous prenez le risque que leur voie d'approvisionnement soit coupée dans les jours qui viennent si les Russes se décident à attaquer encore plus. Hein, c'est-à-dire que même tactiquement, parce que déjà stratégiquement, délaisser le Donbass comme ils sont en train de le faire, et notamment la zone de Pokrovsk, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que je rappelle qu'après Pokrovsk, c'est la plaine, il n'y a plus rien, il n'y a plus de défense, et que là déjà, ils ont coupé une route, et que pour atteindre la seconde, il leur reste 5 ou 6 kilomètres à parcourir où il n'y a pas de système défensif organisé correctement par les Ukrainiens. Donc, et j'insiste aussi, je le redisais hier dans le bulletin de veille stratégique, en coupant ces deux routes terrestres, ils vont aussi couper les deux voies ferrées qui convergent vers Pokrovsk. Donc, ça va être le chaos pour la garnison et pour tout le système défensif du front ukrainien dans ce secteur. Mais ces imbéciles-là, pour satisfaire aux objectifs de communication et de guerre informationnelle, ils ont lancé leur meilleur bonhomme dans le seul endroit qui intéresse les Russes pour concasser de l'Ukrainien. C'est criminel. C'est criminel. Voilà. C'est-à-dire que là, militairement parlant, les Titelman, toute la clique là que j'ai encore vue hier soir pérorer à la télé en nous disant regardez, ils ont avancé, ils ont été capables d'une surprise tactique, etc. Mais oui, et à quel prix et pourquoi? Le champ informationnel, pour la énième fois, en faisant tuer encore une fois les meilleurs bonhommes, en faisant détruire leur meilleur matériel, alors qu'ailleurs, là où il faudrait mettre un coup d'arrêt aux Russes, les gars laissent les unités se faire concasser. Hein. Je rappelle qu'hier, la ville de Kourakove elle-même a été déclarée comme étant totalement libérée par le ministère de la Défense russe, auquel maintenant nous sommes obligés de croire, hein, je le rappelle à nos auditeurs, depuis l'histoire des attaques MS, maintenant on doit croire sur parole tout ce que dit le ministère de la Défense russe. Donc Kourakove a été libéré, le ministère de la Défense russe estime que la défense de cette ville, qui a été une vraie bagarre, hein, elle a coûté 12 000 hommes à l'armée ukrainienne, morts, blessés, prisonniers, disparus. Les Russes ont filmé les cadavres qui étaient restés dans les rues sans sépulture ou ce genre de choses. C'est une boucherie. Et je pense que l'armée russe a payé un tribut important aussi pour la conquérir. Hein, faut pas se voiler la face. Hein, le combat en zone urbaine, c'est pas un combat délicat et dans lequel les pertes sont limitées. Même si les Russes, comme d'habitude, hein, depuis un an quasiment maintenant, ils sont arrivés avec les FAB 3000 pour détruire les points d'appui les plus importants, pour éviter justement des assauts meurtriers. Donc voilà, on est dans cette situation, dans cette configuration complètement dingue et qui rappelle, une fois encore, ce qui s'est passé à l'hiver 1945. C'est-à-dire qu'on a des gens qui attaquent, je rappelle, les dernières grandes offensives de la Wehrmacht se déroulent en Hongrie, autour du lac Balaton, en vue de dégager d'abord Budapest, puis ensuite en vue de dégager les puits de pétrole hongrois. Tout ça se déroule entre janvier et mars 1945. Depuis le 12 janvier 1945, l'armée rouge, avec au minimum 3 fronts, c'est-à-dire 5 millions de bonhommes, attaque en direction de Berlin. Et qu'est-ce que fait le petit caporal autrichien? Il déploie ses forces offensives à l'autre bout du front. On est dans la même logique. Voilà, c'est terrifiant. Et encore une fois, par contre, pour revenir aux histoires de proportion,
Donc, ce qui s'est passé dimanche est une attaque qui est comparable, et je le disais avec mon humour noir et mon ironie habituelle, c'est l'attaque de Wenck autour de Berlin à partir du 22-23 avril 1945. Ça ne correspond certainement pas à la bataille des Ardennes et ça ne correspond à rien d'autre de comparable en termes de moyens engagés. On est sur une petite attaque, hein, alors certes avec des moyens importants et des pauvres gars qui vont à la mort pour pas grand-chose, sinon permettre de la com et permettre jeudi aux sbires de Zelensky à Rammstein de dire bon allez, redonnez encore de l'argent, redonnez encore du matériel, regardez, si vous nous en donnez, on est encore capable de porter des coups. Est-ce que Sylvain Ferreira, l'autre raison, c'est tout simplement d'essayer de sauver la face jusqu'au 20 janvier pour mettre la pression sur Trump dans un second temps en lui disant si vous bradez tout, regardez, on a quand même de belles victoires à notre actif, hein, avec tout le tambourin de la propagande évidemment, donc ne laissez pas tomber, ce serait une trahison, alors que la guerre était même, d'après LCI, bien engagée pour l'Ukraine. Est-ce qu'il n'y a pas ça qui est aussi... Alors, il y a bien évidemment en finalité, si on sort du conflit ukrainien lui-même, cette nécessité, mais alors multifront, hein, là il y a une véritable guerre mondiale multifront contre Donald Trump. Et cet élément-là en fait partie. Voilà, c'est-à-dire que on nous joue ça, on nous joue la Syrie, on nous joue la Corée du Sud, on nous joue la Roumanie, on nous joue la Géorgie, tout ça, c'est une véritable guerre mondiale, alors bien évidemment hybride, multiforme, contre Donald Trump en vue de saboter de savonner la planche et de saboter la situation avant son investiture. Et certains, et je suis pourtant pas un pessimiste, tu le sais, mais certains nous disent même que ces salopards-là seraient peut-être en train de préparer une attaque contre l'Iran avant le 20 janvier pour provoquer encore une escalade supplémentaire en nous disant ben voilà, toutes les frappes israéliennes qui ont eu lieu sur la Syrie là, ces dernières semaines pour détruire tout le potentiel militaire qu'a laissé l'armée de Bachar el-Assad en rentrant chez elle, notamment tout ce qui était DCA, ça permettrait maintenant à l'armée de l'air israélienne de traverser le ciel syrien sans risquer de prendre le moindre missile et donc d'attaquer Téhéran. Hein, on nous sort cette histoire-là comme étant une hypothèse. Alors, je vais la laisser comme une hypothèse pour le moment parce que c'est vraiment très très gros, mais vu les tarés auxquels on a affaire et vu le jusqu'au boutisme dans lequel ils se sont enfermés, ma foi, vaut mieux être prévenant plutôt que d'être naïf. Et donc là, c'est évident que ces gens-là se disent, bah voilà, Trump, il est en train de parler de paix, il a envoyé Kellogg's, etc. Bon, les Russes lui ont gentiment dit, tu retournes à tes chères études. Tant que tu reviens pas comme à la Flamanderie en 1918, les plénipotentiaires allemands, on te parle pas. Hein, et puis s'il faut qu'on conquiert tout le terrain dont on a besoin, ne t'inquiète pas, on va le conquérir. Et donc, oui, on peut imaginer que ces gens-là sont là pour dire, bah, attendez, vous n'allez pas signer la paix alors qu'on est capable de faire ça. Et puis, j'oubliais, parce qu'il faut le préciser aussi, dans le narratif qu'on nous a servi, on nous a dit, regardez, ils ont attaqué là et ça n'a servi à rien que les Nord-Coréens soient déployés du côté russe. Ah, ben oui, tiens. Alors, ils sont où, ces Nord-Coréens, justement? Ils étaient nombreux. Comment c'est possible? Écoute, Nicolas, je découvre quelque chose dans l'histoire de la guerre. Il y a 10 000 Coréens, Nord-Coréens, qui, malgré une économie très, très, très faillie du côté de la Corée du Nord, qui a tout donné à son système militaro-industriel, eh bien, ces gens-là ont développé des pouvoirs d'invisibilité que nul ne peut copier, nul ne peut connaître. Ils sont invisibles. C'est formidable. On n'a pas trouvé un mort, on n'a pas trouvé un blessé, on n'a rien, on n'a vu que des fakes fabriqués par les différents petits services de propagande médiatique, mais on a tout. Et puis même là, dans l'offensive, on nous dit ils étaient là, regardez, soi-disant pour défendre le territoire de la Russie selon les accords passés entre Pyongyang et Moscou. Eh bien, même là, dans les lignes, la petite avancée réalisée par l'armée ukrainienne et la capture de certaines lignes défensives, ils n'ont pas trouvé le cadavre d'un seul Nord-Coréen, ils en ont même pas fait un prisonnier. Non, franchement, Kim Jong, bravo, parce que là, les gilets pare-balles qui rendent invisibles, ils sont forts. Ils sont forts. Cap d'invisibilité. C'est ça. Faudrait qu'à Séoul, ils se méfient. Peut-être qu'il y en a 10 000 dans la ville et ils les voient toujours pas. Et demain matin, les mecs vont prendre le pouvoir. On ne sait pas. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu
de ma vie une fable de cette nature et une fable qui dure. Mais c'est incroyable et surtout sans preuve. Hein. Il y aurait encore eu quelques faisceaux, etc. Mais on a bien compris qu'il s'appuyait soit sur des images de soldats effectivement d'ethnie coréenne qui sont des citoyens de la Fédération de Russie, sur des bourriates, sur ce genre de peuples asiatiques qui font partie de la Fédération de Russie et qui donc se battent dans la fédération dans l'armée de la Fédération de Russie. Mais c'est tout. Ils n'ont rien parce que justement, il n'y en a pas. Quoi. C'est hallucinant, hallucinant. Là, on est vraiment, on a sombré intellectuellement jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire depuis le début de ce conflit. C'est incroyable, incroyable. Alors, Sylvain Ferreira, pour terminer sur cette partie-là du monde, et puis nous irons ensemble et avec Raphaël aussi sous d'autres cieux, quelles vont être les bases d'une éventuelle... On sait que Trump va vouloir négocier. Il va l'annoncer et il va mettre la pression en disant, voilà, quelles vont être les bases acceptables d'une négociation du côté qui est le seul qui importe actuellement, puisque c'est eux qui sont dans la dynamique de la conquête des territoires, c'est-à-dire les Russes. Comme je le dis depuis 2 mois, les Russes, pour eux, c'est clair, hein, puisque Vladimir Poutine s'était exprimé sur cette question-là, c'est début novembre. Il avait dit, voilà, vous nous videz les oblasts, l'armée ukrainienne, les 4 oblasts qui ont donc décidé de faire partie de la Fédération de Russie, l'armée ukrainienne, elle dégage. Ensuite, tout ce qui est néo-Nasbrock dans l'appareil d'État, l'appareil constabulaire et l'armée ukrainienne, ça dégage, on ne veut plus les voir. Vous désarmez, c'est-à-dire que tous les stocks de munitions, d'armement que l'OTAN a déposés à la frontière polono-ukrainienne, tout ça, ça dégage également. Et ensuite, alors ça c'est induit. Il faudra qu'il y ait des élections libres pour un nouveau gouvernement, puisque Poutine avait réinsisté sur le fait que Zelensky n'avait pas de légitimité, puisqu'il est pas, il est hors mandat depuis, c'est le mois de mai, donc voilà, il n'a plus aucune légitimité pour rester au pouvoir. Et surtout, le gros point qui a toujours été le même depuis 2021, Poutine l'avait dit en décembre 2021 à Blinken et tout le monde était d'accord sur le fait que c'était la meilleure solution. L'Ukraine ne rentre jamais, pas dans 20 ans, pas dans 15 ans, l'Ukraine ne rentre jamais dans l'OTAN. Point. Voilà, terminé. Donc ça, c'est les bases. C'est tant que vous n'avez pas dit oui à ce package, eh bien, Poutine fera, je ne cesse de le répéter, il fera son maréchal Foch dans son wagon à la Flamand-Gris. Il dira, écoutez, retournez à vos chères études, messieurs les plénipotentiaires, et quand vous serez d'accord avec ces points-là, nous pourrons discuter du reste. Mais ça, c'est pas négociable. Ça, c'est les préalables minimum à la négociation. Si vous ne voulez pas ça, eh bien, on ne peut pas discuter du reste. Voilà. Et on continue la guerre. On continue de détruire l'armée ukrainienne. On continue d'avancer parce que le corollaire de la destruction, je rappelle, parce que les gens me cassent les pieds avec ça. Ah oui, mais ça va pas vite. Ah oui, ça allait plus vite en 1945. Alors, en 1945, ça allait plus vite parce que le chef de l'État de l'Union soviétique s'appelait Youssef Dougashvili Staline et que la vie humaine était quelque chose, il n'était pas très attaché à sa valeur. C'était pas quelque chose qui était chevillé à son corps. Et le fait de savoir que pour prendre Berlin, fallait 300 000 morts, donc c'est pas grave, fallait prendre Berlin. Voilà. La démographie de l'Union soviétique s'en ressentait encore en 91 et celle de la Russie s'en ressent encore aujourd'hui. Donc, Poutine, nous remercierons jamais assez Emmanuel Todd d'avoir pointé ça du doigt dans sa qualité première de démographe, de nous rappeler à cette réalité. Poutine a développé une stratégie militaire avec Gerasimov qui correspond à cette réalité démographique et donc il n'a pas l'intention de lancer des offensives spectaculaires comme celles qu'ont pu mener les grands prédécesseurs de Gerasimov à la tête de l'armée rouge de 43 à 45. On le regrette en tant qu'amateur d'art de la guerre, mais c'est pas nous qui la faisons cette guerre. Donc déjà pour commencer, molto moderato dans le jugement. C'est les Russes qui la font et c'est leurs fils qui meurent, c'est pas les nôtres. Donc quand on juge tout ça, on baisse de 2 tons.
Et ensuite de ça, voilà, lui, il a dit, vous me faites ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus d'armée ukrainienne, tout en minimisant nos pertes. Bon, bah, les généraux russes obéissent, ils mettent en place une stratégie d'attrition, et puis voilà. Et donc, corollairement à cette attrition, bah, quand il n'y a plus de soldats ukrainiens face à eux, bah, ils avancent et ils conquièrent du terrain. Mais c'est pas l'objectif principal, c'est pas la conquête. La conquête, elle vient parce qu'il n'y a plus d'armée ukrainienne face à eux dans certains secteurs. C'est l'inverse de ce qu'ils pratiquaient avant. C'est-à-dire qu'avant, ils allaient faire de la manœuvre, ils prenaient des risques en s'exposant dans des manœuvres, ils perdaient beaucoup de monde, et ensuite, ils conquéraient du terrain. Bah là, ils ont dit non, on va arrêter de perdre du monde, hein, parce que c'est nos fils, et donc on en a un peu marre, on ne va pas en perdre autant que pendant la guerre, je ne sais pas, même d'Afghanistan, en proportion. Donc, on va faire une stratégie qui correspond à cette nécessité démographique. Et cette stratégie fonctionne. Voilà, n'en déplaise à tous les petits marquis qui, loin du front, qui d'ailleurs n'ont jamais tenu un flingue de leur vie et qui n'ont jamais été dans une tranchée pendant une seule heure de leur vie, viennent la ramener en disant « Ah, ça avance pas beaucoup, etc. etc. » Hein. Je renvoie tout le monde à la vidéo pour tous ceux qui se demandent ce que c'est que cette guerre, qui est d'abord une guerre fratricide, rappelons-le, hein, qui est une boucherie qui a été orchestrée par des gens qui n'ont rien à voir avec les deux belligérants au départ, sinon dans leur délire de régler des comptes parce que issus des communautés juives ukrainiennes ou russes, comme c'est le cas des Kagan Blinken. Allez voir la vidéo, hein, profitez-en, abonnez-vous au Patreon de Veille Stratégique, allez voir la vidéo de la confrontation entre ce soldat Bouriat qui se bat pour la Fédération de Russie et ce soldat ukrainien qui se termine au couteau. Allez voir comment ça se passe. Déjà, allez voir ce que c'est que le combat au corps à corps, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Allez voir ça. Ça rappelle la scène du soldat Ryan avec la scène du poignard dans la maison en ruine, là, à la fin du film. Et puis surtout, rendez-vous compte du niveau de fraternité qu'il y a entre les combattants avant de la ramener sur les uns, les autres. Et on voit que c'est vraiment une guerre fratricide avec des gens qui ont orchestré ça pour qu'il y ait le plus de Slaves possible. Et même là, si c'est un Bouriat, c'est pas un Slave, mais qui meurt dans cette affaire. Hein. Ne l'oublions jamais. Et cette vidéo est édifiante. Donc, avant de la ramener sur ils vont vite, ils vont pas vite, etc., allez vous rafraîchir la vue et le cerveau. La version longue dure 15 minutes. C'est édifiant. Édifiant. Est-ce qu'en retour, Sylvain Ferreira, est-ce qu'en retour, cette guerre d'attrition pourrait finir par faire complètement s'effondrer le front ukrainien? On voit de plus en plus de désertions. On a beaucoup parlé, même dans la presse occidentale et française, de la brigade Anne de Kiev, avec ces désertions, dont certaines ont eu lieu sur le territoire national français. Alors, je vais faire de la pub pour mon collègue canadien Alexandre Robert, hein, même si ce qu'il fait est en langue anglaise et que lui est aussi francophone. Il a fait une vidéo pour sa chaîne History Legends sur l'ensemble du problème des désertions par rapport à ce qui était révélé sur la brigade Anne de Kiev. Allez la voir parce qu'il rentre dans tous les détails, les chiffres, etc. C'est très, très exhaustif. Donc, on a, comme il fallait s'y attendre, puisqu'on va prélever des types comme le faisaient les sergents recruteurs de Frédéric II de Prusse au XVIIIe siècle, dans les rues, à la sortie du boulot, etc., et qu'on les emmène de force sur le front, bah les gars, dès qu'ils peuvent, ils mettent les voiles. Hein, on a vu encore des types essayer de franchir les Carpates enneigées. Là, il y a des vidéos qui ont été publiées sur les réseaux Telegram. On voit des types qui sont contents, ils ont franchi la frontière roumaine après des ascensions avec 50 cm de neige. Hein, les types, faut voir qu'ils veulent pas y aller et on les comprend parce que si vous voyez la vidéo du combat dont je viens de parler, vous vous dites là, moi je n'y vais pas, hein, je suis pas cinglé, je suis pas un fou, hein, même si je suis patriote, même si tout ça, j'ai pas envie d'aller me terminer ma vie comme ça. Bref, donc on a un phénomène de désertion qui est là depuis avant, qui vient d'être révélé sur la brigade Anne de Kiev. On ne sait pas exactement combien il y a de déserteurs parce que, comme l'explique Alexandre Robert, le grand problème de la désertion dans l'armée ukrainienne, c'est la désertion de l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez des types qui sont censés être dans des unités de combat de première ligne, mais qui se réfugient dans des unités de soutien, de logistique, dans la garde territoriale ou ce genre de choses pour échapper au front. Parce que vous pouvez être dans l'armée, hein, parce qu'il y a donc l'armée ukrainienne, vous avez la réserve territoriale, vous avez les forces du ministère de l'Intérieur, etc. Donc c'est très varié. Et on a plein de types qui jouent de ça pour ne pas être sur la ligne de front. Ensuite, l'autre phénomène qu'a découvert LCI,
magnifique. Écoute, Nico, il y a de la corruption. Écoute bien, il y a de la corruption dans l'armée ukrainienne. Non, Et si, c'est c'est pas extraordinaire. possible. Janvier 2025, l'épiphanie d'LCI, il y a de la corruption dans l'armée ukrainienne. Ça fait 2 ans que quand j'intervenais sur la chaîne de Régis de Castelnau, Vue du droit, on pointait déjà ces phénomènes-là, puisque c'était les observateurs, enfin c'était pas les observateurs, c'était les mercenaires occidentaux, souvent britanniques d'ailleurs, hein, donc les alliés les plus phénoménaux de l'Ukraine, hein, les plus acharnés de l'Ukraine. C'était les mercenaires britanniques qui pointaient ça du doigt dès l'été 2022. Il y en avait un notamment qui avait fait une interview très longue qui avait été publié en octobre 2022 après son retour en Angleterre parce qu'il avait dû se faire traiter d'un problème ophtalmique. Il racontait que quand il est arrivé en Ukraine, il était accompagné donc d'une compagnie complète, 120 bonhommes au taquet, tous des mercenaires et compagnie. Et donc, il y avait le convoi de camions avec les bonhommes et il y avait le convoi avec leurs armements lourds et les munitions. Lance-grenades, missiles Javelin, mitrailleuses lourdes et tout le team. Et il dit, plus on approchait du front, plus il y avait des checkpoints. Bien évidemment, c'est la sécurité du front est assurée par des forces constabulaires. Et donc, on était sans arrêt arrêtés pour vérifier nos identités et tout et tout. Et il dit, quand on est arrivé au dernier checkpoint, il manquait la moitié des camions de munitions et d'armement. On s'est retrouvé avec la moitié de notre matos sur la ligne de front. Ça datait de l'été 2022. Et donc, ce phénomène n'a cessé de croître. On avait vu des images de la douane ukrainienne, toujours en 2022, dans le port d'Odessa, couvrait un container en partance d'Odessa. Dedans, il y avait un hélicoptère d'observation. Donc, on avait les chefs d'État africains qui disaient à Macron, à la francophonie et compagnie, voilà le catalogue qui circule sur le Darknet de tout le matériel qui est en revente chez nous, en Afrique, alors que ça fait 1 mois qu'il a été livré, soi-disant, en Ukraine. Tout ça date de 2022. Sur LCI, ils avaient des conjonctivites, ils ne voyaient rien. Et là, maintenant, ils découvrent le poteau rose. Et donc, dans la corruption, au-delà du matériel, il y a ce phénomène où, exactement comme tous ceux qui étudient les guerres de la Renaissance avec les condottieri, etc., vous avez des types qui ont les moyens financiers de payer leur chef d'unité pour dire tu m'inscris sur les rôles, comme autrefois, ce qu'on appelait les montres, à l'époque de la Renaissance, tu m'inscris sur les montres, comme quoi je suis présent dans l'unité, mais en fait je suis chez moi, n'importe où en Ukraine, en train de bosser pour nourrir ma famille, et surtout pour échapper au feu. Donc on a tout, et donc les mecs sont pas inscrits comme déserteurs, parce qu'ils sont bien sur les rôles, et les relevés, ah bah oui, Igor, il est bien là, alors que Igor, il n'est pas là du tout. Igor, il est chez lui, où il est en train de bosser. Et donc, c'est de la désertion grise. Personne ne peut la comptabiliser. Mais on sait qu'elle est très, très nombreuse parce que y a des types, ils préfèrent moins bouffer et payer avec toutes leurs économies ce qu'ils peuvent pour échapper à la boucherie. Voilà où nous en sommes. Donc, il y a effectivement, entre l'attrition qui est menée par les Russes et ce phénomène-là où les mecs n'en peuvent plus, les mecs n'en veulent plus, contrairement à toutes les affirmations que j'entendais encore l'autre jour de la bouche de Nicolas Tenzer nous dire oui, les Ukrainiens sont encore largement favorables au fait de faire la guerre. Bah oui, mon œil, tiens, va voir les vrais sondages, même ceux du Kiev Post ou ce genre de journaux ukrainiens, tu vas voir que les mecs, il y en a à peine un quart qui veut continuer le combat. Les gens n'en peuvent plus. Parce que lui, ce qu'il oublie, c'est que pendant qu'il a son petit cul bien au chaud sur le plateau de LCI ou de Sciences Po, les familles des types qui sont au combat, elles ont plus de chauffage à Kiev, pour certaines, parce que les Russes ont tout cassé. Donc, rentre chez toi, fous-nous la paix et arrête d'insulter ces braves Ukrainiens. Ça nous fera des vacances. Donc, les gens en ont ras-le-bol. Et l'économie, bien évidemment, elle est tenue à bout de bras par tout le pognon que Van der Leyen prélève chez nous pour l'envoyer là-bas. Donc, à un moment donné, l'effet cumulatif de tout ça fera qu'il y a des fractions entières du front. Moi, je pense que si à Pokrovsk, ça casse et que là, les Russes peuvent se répandre, ils ont le choix du roi, je ne cesse de le répéter, exploitation dans la profondeur, à l'ouest, au nord-est, ils feront ce qu'ils veulent. Et là, et en faisant ce qu'ils veulent, je le rappelle, ce ne sera pas en faveur du terrain à conquérir, ce sera en faveur du nombre de troupes ukrainiennes qui vont encercler après avec ça.
Donc, quand ils auront réalisé ça, bah, là, je pense que ce sera les Ukrainiens n'auront plus qu'à mettre les pouces. Et c'est ce qui fout la trouille, justement, à tout leur soutien. Et c'est pour ça qu'ils se disent, il faut encore qu'on ait du matos, il faut encore qu'on ait du pognon pour essayer de faire encore un peu plus durer l'affaire. Mais c'est sans fin. C'est sans fin. C'est comme quand Hitler a décidé de rafler le Volkssturm avec les gamins de 16 ans ou les vieillards de plus de 60 ans. Ça ne sert à rien. Vous avez perdu la guerre. Maintenant, c'est à quelle dose vous allez la perdre. Eh oui, mais ce sont les mondialistes, ce sont les néoconservateurs, ce sont tous ceux qui sont derrière, qui, eux, voient les choses différemment, et en tout cas pas du tout avec un regard d'Ukrainien. Ça, ce serait même... Pas. Ah ben non, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Ces gens-là, ils veulent que le sang ukrainien coule encore plus et plus longtemps. Et si en même temps ça fait couler du sang russe, c'est très bien. Ça leur permet de régler leurs comptes psychopathiques familiaux. Et puis voilà, ils sont très heureux. Mais maintenant, les Russes, ne faisant pas les mêmes erreurs que Joseph Staline, ont un véritable potentiel maintenant. Je vois là, puisque moi j'arrête pas de travailler pour vous, hein, vous êtes des vrais négriers. Je suis en train de vous préparer le papier de bilan de l'armée russe sur l'année 2024. Quand on voit, là encore, je vous invite à voir. Alexandre Robert a fait une très belle vidéo sur le recrutement, le mode de recrutement dans l'armée russe, la façon dont on paye les types, dont on les forme, dont on prend le temps de les instruire, c'est le jour et la nuit par rapport à l'armée ukrainienne. Donc automatiquement, à un moment donné, ça va porter ses fruits et ça va permettre à la Russie de dire bon vous n'avez pas voulu négocier à ces conditions-là, vous inquiétez pas, on ira plus loin encore. Et puis c'est tout, c'est tout. Et la logique, j'insiste encore là-dessus, la logique selon laquelle, j'entendais les mecs d'LCI hier soir se gargariser de ça, ils disaient oui, mais là, Zelensky, il va obtenir de Trump que si Poutine n'accepte pas la négociation, Trump va armer l'Ukraine jusqu'aux dents. D'accord ? En utilisant les fameux 300 milliards de dollars d'avoir gelés, en les débloquant, etc. Alors, je suis pas sûr déjà d'une part que Trump prendra le risque de piocher dans cette caisse-là, parce que ça serait un précédent au niveau international qui foutrait un bazar colossal. Mais ça, c'est première chose. Mettons que ça se passe comme ça. Je vous invite à aller voir la vidéo de l'ami Jacques Sapir chez Omerta la semaine dernière, où il explique où en est le complexe militaro-industriel américain, sur lequel je n'arrête pas aussi d'insister chez vous, en disant, aujourd'hui, on est toujours un obus de 155 mm produit aux États-Unis pour 3 obus produits par le complexe militaro-industriel russe. D'accord ? Donc, tant qu'on ne sera pas à parité, vous pouvez avoir 300 milliards de dollars à dépenser. Ça ne servira à rien, les cocos. Voilà. Donc, et je ne suis pas sûr, pour revenir à nos anciennes problématiques, je ne suis pas sûr que les camarades du Pentagone qui ont envie de voir le pognon être dépensé pour se fabriquer des nouveaux navires de guerre au cas où il y aura un problème avec Pékin, ils aient envie que les munitions d'artillerie qui ne sont pas essentielles dans une bagarre potentielle avec Taïwan sont importants, mais d'abord, il faut des bateaux pour acheminer des pièces d'artillerie là-bas, soient d'accord pour qu'on fasse ce genre de petit micmac au niveau de l'industrie américaine. Parce que vous pouvez avoir 300 milliards de dollars, mais si la chaîne de montage elle n'est pas configurée pour votre matériel que vous attendez pour votre front, vous pouvez toujours courir. Hein, vous pouvez toujours mettre les 300 milliards sur le compte de la boîte, ça servira à pas grand-chose. Et puis enfin, puisque faut rendre honneur à notre camarade Moreau, Xavier Moreau, Xavier a pointé du doigt quelque chose d'extrêmement intéressant sur le complexe militaro-industriel américain, c'était au mois de décembre, sur sa dépendance à la Chine. C'est la dépendance de toutes les grandes entreprises d'armement américaines aux composants des divers systèmes d'armes les plus sophistiqués aux entreprises chinoises. Donc, il faut oublier les grandes histoires de l'Amérique va armer le monde comme en 1945. Il faut oublier que les Soviétiques sont aux commandes à Moscou et vont faire des offensives grand style comme en 1945. Il faut oublier que l'Amérique a les moyens d'armer le monde comme elle l'a fait en 1945. Voilà. Ces deux choses-là, c'est du passé. Les choses ont changé et donc, il faut arrêter avec cette histoire. Donc, moi, je pense que même cette espèce de lubie, ah oui, Trump va armer, etc. Trump, il va déjà essayer de remettre l'Amérique debout. Et s'il doit mettre quelque chose sur la table au niveau de l'industrie d'armement, c'est pour le compte de l'US Navy,
de l'US Army et peut-être aussi de l'US Air Force, mais enfin ceux-là, il va les calmer pendant un petit moment parce qu'ils ont cassé les pieds à tout le monde avec le F-35. On va peut-être leur dire de se calmer, mais c'est d'abord ça sa priorité au niveau de l'industrie d'armement. C'est pas de fabriquer des obus pour Kiev. Et surtout le temps que ça se fasse, parce que là, Jacques Sapir expliquait, les Américains, ils sont au taquet. C'est-à-dire qu'ils ont plus de marge. Ils font 1 million, et s'ils veulent faire plus, il faut attendre qu'ils réinvestissent pour refaire des usines et remettre des chaînes de montage et compagnie. Donc tout ça, c'est pas un claquement de doigts. La guerre en Ukraine, elle sera terminée avant ça. Alors, dernière question conclusive pour ce qui me concerne, et ensuite Raphaël va prendre le relais du questionnement et on va continuer à cuisiner. Non seulement des négriers, mais en plus de ça, nous cuisinons nos malheureuses victimes, nos malheureux invités. Maintenant, on s'est mis à deux en disant qu'on le ferait un peu plus souffrir encore. La dernière question conclusive, c'est mais ces mondialistes-là, ceux qui ont régné sans partage depuis un moment déjà, et en tout cas ces 4 dernières années, indéniablement, et c'était pas compliqué avec l'état de santé du président américain, donc tous ceux qui étaient derrière. Qu'est-ce qui leur reste éventuellement pour essayer de sauver la mise? Parce qu'on a cette impression que c'est la grande dégringolade. Et alors, si l'Iran, est-ce que ce serait un des derniers coups qu'il pourrait porter? Attaque sous faux drapeau, attentat à droite et à gauche dont tu parleras avec Raphaël probablement tout à l'heure, l'étrangeté des derniers attentats aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il leur reste pour essayer de renverser une vapeur, parce qu'on a quand même l'impression que les choses sont mal engagées pour nos anciens maîtres du monde? Là, objectivement, à part cette hypothèse iranienne sur laquelle j'ai des doutes, parce que ce serait vraiment un coup extraordinaire et très, très, très fort, et sur lequel les Israéliens prendraient des risques colossaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour défendre le ciel iranien, maintenant, il y a du S-400 un peu partout, fourni par les Russes. Donc, c'est possible, mais ce serait prendre un risque vraiment très important. Donc, à part ça, je pense qu'il n'y en a plus. C'est-à-dire que là, ils sont, c'est Bazeille, c'est la maison de la dernière cartouche. Les types n'ont plus rien. Alors, on en parlera tout à l'heure, il y a peut-être les pistes d'attentats sous faux drapeau ou d'attentats tout court pour s'en prendre de nouveau à Donald Trump. Mais voilà, ils ont tout essayé, ils ont tout tenté. Là, va falloir suivre le 11 janvier ce qui va se passer avec les tribunaux roumains sur les élections en Roumanie. Je pense qu'ils vont se prendre une méga claque dans la figure parce que déjà, on a appris qu'ils avaient fait un montage qui était des plus, c'est les pieds nickelés une fois encore, puisque ça a été débunké très rapidement. On nous a encore sorti, c'est les Russes, et puis finalement, non, c'est le parti au pouvoir qui, entre leurs mains, qui a fait le coup et qui s'est vautré. Bref, non, mais c'était pour vous faire monter contre notre adversaire. Non, mais vous les avez tellement fait monter que ils sont passés devant, mes cocos. Et puis, donc, on voit que la Géorgie, ça a fini par craquer, même s'il y a quelques cinglés aux États-Unis qui disent encore va falloir faire pression pour qu'il y ait de nouvelles élections. Ils sont au bout du rouleau. Alors, ils peuvent toujours avoir un geste désespéré. J'en vois pas la nature, sinon à s'en prendre à Donald Trump et à sa vie directement. Mais là, c'est vrai qu'on va rentrer dans un nouveau monde, je l'espère. C'est pas un monde idyllique, c'est pas un monde angélique, faut pas croire à ça. Mais ça va être un monde où effectivement, la première victime de toute cette guerre, ça devait être l'Europe et c'est l'Europe. Et nous, ça nous mettra en face de nos responsabilités politiques intérieures. Est-ce qu'on s'affranchit enfin de l'Union européenne? Je pense que oui, parce que là, on a vu. Moi, j'étais là, j'avais l'impression que j'étais retourné en vie scolaire. Alors, Madame van der Leyen, vous êtes convoquée au Conseil de discipline parce que vous avez fait plein de bêtises avec Pfizer. Je peux pas, je suis malade. Non, mais voilà, les gars sentent le vent du boulet qui arrive et se disent c'est plus possible, on va pas tenir. On en a parlé tous les deux en off sur le Covid et sur Pfizer. On voit aux États-Unis les révélations contre Fauci, contre toute la gestion qui sortent de partout. Du Congrès américain, il ne faut pas que les gens nous disent oui, vous êtes des complotistes. C'est le Congrès des États-Unis d'Amérique, messieurs dames. C'est pas un mec sur un plateau télé. C'est pas Blachier
ou la mère Lacombe sur un plateau télé. Hein. C'est la représentation impériale qui vous parle. Donc le docteur Fauci est un faussaire. Donc vous arrêtez vos bêtises. Hein. Donc on voit tout ça qui est en train de se casser la figure. Donc on se dit, voilà, l'Europe économiquement va le payer très cher. On voit que le plus grand pilier de l'architecture européenne qu'est l'Allemagne est en train de vaciller, et on va en parler tout à l'heure sur ce qui se passe en Allemagne au niveau de la liberté d'expression et la liberté politique. C'est absolument édifiant. C'est-à-dire qu'on voit à quel point l'édifice est fragilisé de l'intérieur, que les types veulent bâillonner les gens qui portent cette dissidence. Mais là, ils commettent des erreurs. On a l'impression de revivre, on est assez vieux, toi et moi, pour le savoir, on a l'impression de revivre la fin du système soviétique. Oui. C'est ça. Hein, on se souvient de comment ça a commencé à l'Est avec des types qui se réunissaient enfin dans des églises à Prague, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, etc. Les gens disaient « Oh mais non, ce système peut pas tomber ». Bon, ils avaient oublié de lire Emmanuel Todd comme beaucoup. Et puis, le truc s'est cassé la gueule d'un seul coup, d'un seul. Parce que plus personne ne voulait le tenir. Et peut-être que involontairement, parce que je pense pas qu'il en a conscience, le camarade Trump va être une espèce de Gorbatchev occidental. Hein, alors bien évidemment, c'est toujours les Européens qui vont trinquer, mais vu que nous, on est sortis de l'histoire en 1914, qu'est-ce que tu veux? On peut pas on ne veut plus y rentrer. Alors, il va peut-être falloir qu'on y rentre de cette manière-là. J'ai commencé sur Donjons et Dragons et j'ai fini sur Warhammer, mais bref. Alors, donc, excellent. Ben oui, bien sûr. Donc, pour en revenir plus sérieusement sur le sujet, avant de passer à l'international, j'aimerais qu'on revienne sur le sujet ukrainien. Ça permet aussi, parce que là, c'est même pas tiré sur l'ambulance, c'est qu'on a quand même des agents de propagande très sur deux et qui continuent à raconter n'importe quoi. On a cité Xavier Titelman, qui est quand même hallucinant sur les plateaux de LCI et qui ne s'arrête pas. Alors là, on se demande vraiment d'où viennent ces informations, surtout que Titelman s'exprime comme un expert et qui veut donner des informations à l'instar de veille stratégique, c'est-à-dire des informations concrètes, techniques, de terrain. Et on a pu observer donc sur LCI un témoignage absolument hallucinant où on voit d'ailleurs les sources des images, où on peut voir à la fois le groupe Telegram d'Azov et en même temps Silvano Trotta. C'est-à-dire que je pensais que Silvano Trotta était quand même quelqu'un d'interdit sur les médias mainstream. Donc, première question, étant donné que, Sylvain, je peux le dire, là pour la revue de janvier, vous participez à la revue mensuelle de Géopolitique Profonde et c'est un article qui parle de l'adaptation de l'armée russe par rapport au conflit ukrainien avec de nouvelles unités d'assaut, de nouvelles stratégies et on rentre dans le concret avec du matériel, l'organisation des hommes, des escouades, etc. Un article qui sera passionnant. Donc, chers spectateurs, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez tous les liens en description et pour les abonnés, vous allez pouvoir vous régaler. On a Titelman qui nous a expliqué que sur le plan logistique et technique, du matériel même militaire, on a les tanks russes qui ne sont pas adaptés pour le conflit en Ukraine et donc on se retrouve avec des soldats qui sont en trottinette électrique, parce que ça, il faut quand même le dire. On n'en a pas parlé, mais c'est quand même important. On a des soldats russes qui sont obligés de se déplacer en trottinette électrique, voire en quad, pour se déplacer. Alors, vraiment, je pense qu'il est quand même important de répondre sérieusement à ces arguments-là pour remettre un peu de rationalité. Qu'en est-il vraiment? Parce qu'en plus, il fait le comparatif en disant que les Ukrainiens aussi utilisent des trottinettes, mais dans un cadre beaucoup plus logistique et opératif, contrairement à la Russie, où en fait, je cite Titelman, c'est « on touche le fond ». Oui, bon, alors, l'armée russe a mis en œuvre de manière très surprenante, parce que quand on a vu les premières images des réseaux Telegram, ça nous a tous un peu fait bizarre, ils ont mis en œuvre des escouades de motos, de motocross, avec donc environ 20-30 bonhommes sur des motos qui foncent vers des positions ukrainiennes, parce que c'est des essaims, c'est plus difficile à toucher avec un drone FPV. Si vous avez 30 bonhommes qui sont dans 3 véhicules blindés de transport d'infanterie, vous arrivez avec 3 drones et puis vous immobilisez au minimum les 3 groupes de combat. Là, s'ils sont sur des motos, ils sont dispersés, ils peuvent progresser en plus beaucoup plus facilement en terrain accidenté et se porter plus vite vers l'adversaire. Ils vont éviter plus facilement aussi tout ce qui est tir de missiles anti-chars ou ce genre de choses, parce que gaspiller un missile anti-char sur un type à moto, c'est pas forcément très très intelligent. Donc ça permet des conquêtes ou des reconnaissances rapides dans certains secteurs du front. C'est pas partout sur le front, c'est vraiment des unités spécifiques
Les premières qu'on a vu déployer, c'était des anciennes unités des républiques séparatistes. Donc, on a un peu un retour de ce qu'on avait avec la cavalerie légère au 19e siècle, c'est-à-dire des gens qui sont capables de progresser très vite en étant très dispersés pour ne pas se faire détruire par des moyens lourds facilement. Et c'est tout. Ça dépasse pas ce cadre-là. Et c'est vraiment dans des conditions très spécifiques qu'on utilise ça. À côté de ça, ils utilisent les quads pour acheminer. Alors, on a vu les premiers quads, c'était pour faire ce qu'on appelle tout simplement des missions de tir avec des missiles anti-chars. Hein. C'est-à-dire que vous aviez un lance-missile anti-char qui était sur l'arrière d'un quad. Généralement, ils avançaient par deux avec une petite équipe de protection. Ils se projetaient loin de leur ligne ou dans la profondeur du dispositif défensif, ils s'installaient, ils tiraient un coup et ils repartaient tout de suite pour éviter ce qu'on pourrait qualifier de contre-batterie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez repéré un poste de tir de missile anti-char, s'il reste fixe, vous allez lui envoyer la sauce pour l'éliminer. Là, en étant avec le quad, les gars se déployaient très vite, tiraient leurs missiles, se remettaient sur les quads et s'évacuaient. Ça, c'était aussi une des particularités de ce que les Russes ont mis en œuvre. On les a vus aussi faire la même chose avec des mortiers, mais ça, on l'a vu beaucoup. On a vu quelques exemples au début dans 2022. Moi, j'ai pas revu d'image depuis, donc je pense que ça, ils ont un peu laissé tomber parce que c'est plus compliqué à mettre en œuvre et c'est beaucoup plus contraignant, ça prend un peu plus de temps. Et puis, bien évidemment, ils utilisent les quads pour évacuer les blessés. C'est-à-dire que ça permet d'évacuer les blessés. Alors, Titelman, il s'est gaussé parce qu'il a vu une fois une vidéo GoPro d'un type qui conduisait un quad qui s'est vautré dans une fondrière. Voilà. On est du niveau Vincent Lagaffe, là, qui vient de faire son retour à la télé. C'est-à-dire que le gars, regardez, le pilote russe, il sait pas conduire son quad. Mais enfin, c'est pathétique. C'est pathétique. Alors, j'imagine, bien évidemment, que l'armée ukrainienne a quelques quads elle aussi. J'ai pas vu d'unité motocycliste à l'œuvre pour le moment, mais elle doit aussi avoir quelques quads pour elle aussi tenter d'évacuer notamment ses blessés, parce qu'on sait que sa chaîne d'évacuation sanitaire est très très faible, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de morts qu'on ne peut l'imaginer, parce que c'est des gens qui meurent de leurs blessures parce qu'ils n'arrivent pas au poste de secours assez rapidement. Donc ça me paraît aussi tout à fait intéressant. Et puis que les quads soient employés pour acheminer de la logistique aussi en première ligne de manière plus discrète que si vous arrivez avec un véhicule de transport blindé, là encore, ça paraît tout à fait évident, et que ça se fasse de part et d'autre, c'est tout à fait normal. Mais comme d'habitude, avec ces gens-là qui vous pointent un élément qui le ressortent et qui vous en font une généralité pour essayer de ridiculiser telle ou telle branche de l'armée russe, bon, c'est malheureusement devenu monnaie courante chez eux depuis 2022. Et d'ailleurs, on voit bien, ils ont plus que ça, hein, parce qu'ils ont Titelman hier avant-hier disait les Ukrainiens avancent de 2,5 km, c'est une bascule dans la guerre. Les Russes venaient d'en faire autant dans 3 points du front le même jour. Mais vu que l'Institut de la guerre de se voir avait dit non, là, c'est pas important, lui, il dit non, mais regardez, eux, ils ont fait ça leur a coûté des milliers de mecs, ils sont incapables, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. Dans certains secteurs du front à Khorakhovsk, on a vu des Russes, puisqu'ils ont dilué les unités d'infanterie sur des groupes de combat autour de 8 hommes pour être hyper flexibles. On a vu, puisque le front, on le rappelle, c'est 1300 km, avec à peine on va dire 400 000 combattants de part et d'autre. Je dis bien combattants, donc les types en première ligne. Donc il y a des endroits où le front, il n'y a personne. Il n'est pas tenu, où il y a 2 types avec une arme lourde qui couvrent presque 1 kilomètre de front. Et bien là, on a vu des images la semaine dernière de 2 soldats russes, ils ont pris un village à eux tout seuls. Parce qu'il n'y avait plus personne. Ils sont arrivés, ils ont hissé le drapeau et on les a suivis avec le drone d'observation qui faisait le repérage pour eux. Les mecs se sont emparés d'un petit village de, je sais pas moi, une dizaine ou une quinzaine de maisons. Il n'y avait plus personne. On les voit franchir les premières lignes ukrainiennes qui ont été désertées parce qu'elles ont probablement été matraquées par l'artillerie ou l'aviation ou les drones. Et ils arrivent dans le village et il n'y a personne. Et donc, ils mettent le drapeau et après, il y a d'autres moyens qui les rejoignent. Mais on est sur une guerre de très haute intensité, avec des armements sophistiqués, même s'il y a de l'ingénierie qui est rétrofitée, qui date pour certains éléments des années 60, mais
on voit aussi que on est dans une guerre de super voltigeurs qui opèrent à un petit groupe de combat de 8 hommes qui peut couvrir des espaces qui sont très très importants et qui sont très surprenants par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans une guerre de haute intensité où il y a une plus grande densité humaine. Voilà. Oui, tout à fait. Et là, vous avez parlé d'armes sophistiquées. Un autre point qui me semble important, sur lequel il faudrait rebondir ou du moins répondre à Titelman dans cet entretien récent qu'il a pu faire. Encore une fois, une image montrée issue du canal de Sylvain Trotha qui me semblait assez hallucinante, c'est-à-dire sur l'absence de commentaires. Là, on parle de production, parce que évidemment, l'industrie de l'armement est fondamentale. Et ça, c'était un de vos premiers arguments qui permettait déjà d'annoncer la couleur sur la progression, la tendance de cette guerre. C'est celui qui produit le plus d'obus gagnera, en fait. C'est aussi simple que ça. Là, on est face aussi à une ère de révélation quand même hallucinante qui ne semble pas créer de réaction chez nos golems internationaux. On a un Boris Johnson qui nous avoue que c'est une guerre par proxy et que l'Ukraine est un proxy qu'il faut donner tous les moyens à ce proxy de gagner. On a Anthony Blinken qui nous révèle que, ils étaient au courant de l'opération militaire spéciale et donc ils ont décidé de livrer de l'armement en septembre avant l'opération en février. Mais là, il y a aussi la question donc, de la production ukrainienne en elle-même. Et là, on a vu Titelman ainsi que la présentatrice se gargariser sur un nouveau missile qui est produit, un missile qui s'appelle donc le Trembita. Alors, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que ce missile, donc, un coût de 2800 €, le titre qui était marqué sur LCI, c'était Trembita, ce missile capable de frapper Moscou. Il nous expliquait que Moscou était à 650 km et on nous explique que la portée de ce missile est de 200 km. Alors moi, bon, j'essaie de faire un calcul, je pense qu'il manque des kilomètres. Et surtout, c'est que sur les images, et là, je vous pose la question sur l'aspect quand même plus sérieux de la réalité de la production en termes d'armement de l'Ukraine. Sur les images que l'on voit, moi, ce que j'ai vu en fait un garage où on voit des personnages en train de faire un missile avec des chalumeaux dans un garage. Où en est le statut de la production de l'armement ukrainien? Est-ce que l'industrie, avec la guerre, finalement, se porte bien parce qu'il y a l'effort de guerre, ou alors même l'industrie se retrouve de plus en plus fatiguée et épuisée? Alors, la première chose, c'est que par voie de conséquence, si l'industrie allemande, qui n'a plus de gaz russe, ne fonctionne plus beaucoup et de moins en moins bien, l'industrie ukrainienne, qui a de moins en moins d'électricité à cause des frappes qui sont menées sur les centrales électriques depuis maintenant le mois d'octobre 2022, il faut bien se dire que l'industrie en général ukrainienne ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que là, que ce soit civil ou militaire, elle est face à un gros problème d'approvisionnement tout simplement en électricité. Donc ça, c'est le premier point. La seule partie de l'industrie d'armement ukrainien qui fonctionne à peu près correctement, parce que on est sur un produit qui est très particulier, c'est celle des drones. C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin d'avoir des choses très sophistiquées, on n'a pas besoin d'avoir de l'acier ou ce genre de composants. C'est une révolution militaire d'ailleurs, c'est une des révolutions de cette guerre. Ah oui. Enfin, c'est une des révolutions qui, comme d'habitude, est confirmée par cette guerre. Pas qui a eu lieu pendant cette guerre, mais qui est confirmée par cette guerre. Donc, on sait que les Ukrainiens continuent de produire du drone en autonomie, si je peux me permettre de dire les choses ainsi. Mais après, pour tout le reste, on sait notamment que leurs ateliers de réparation de chars ou de véhicules blindés fonctionnent de moins en moins bien. En plus de ça, vu qu'ils ont des matériels qui sont issus de tous les pays de l'OTAN, ils ont multiplié les chaînes logistiques pour les maintenir au combat. Ça me rappelle aux bizarreries la Wehrmacht en 1941 quand elle a envahi l'Union soviétique, qui avait pléthore de matériel capturé sur l'armée française, l'armée tchèque ou l'armée britannique au cours des années précédentes et qui du coup, au lieu d'avoir besoin d'une seule chaîne logistique, en avait au moins 4. Bref, la même bêtise reproduite au même endroit. Et pour ce qui est des obus ou ce genre de choses, alors là, ils sont complètement dépendants des Occidentaux qui ont failli, puisque il faut rappeler qu'encore une fois, Monsieur Thierry Breton s'est planté. Il leur avait promis 1 million d'obus produits en Europe par an. On est largement en dessous de tout ça. Donc là encore, sur les problèmes d'appui-feu, les Ukrainiens, ils ont toujours une disparité de 1 obus tiré pour environ 7 obus russes tirés de l'autre côté. Donc c'est toujours les Russes qui l'emporteront à la fin par la puissance de feu. Et ensuite, on a affaire, et là c'est intéressant par rapport à ce qu'on a vu
avec Ansar Allah au Yémen, avec ce qu'on a vu avec le Hezbollah, ce qu'on a vu même avec le Hamas, c'est qu'on a des gens qui sont des ingénieurs, qui ont des capacités quand même initiales de fabrication, se lancer dans la fabrication artisanale de nouveaux vecteurs à partir des moyens dérisoires dont ils disposent. Je rappelle que, par exemple, aujourd'hui, le Hamas dispose de roquettes RPG modifiées avec des ogives qui sont à 100 mm, je crois, si ma mémoire est bonne, pour taper les Merkava israéliens, qui sont fabriqués sur place, avec justement des types qui sont, alors là, c'est pas dans des garages à Gaza, mais c'est dans les souterrains du Hamas. Et on a vu pareil, des missiles du Hezbollah ou des roquettes être fabriquées en autonomie au Liban, avec des composants locaux. Donc là, les Ukrainiens ne font que reproduire, mais bien évidemment à une échelle artisanale. C'est pour ça que, comme tu le soulignais, les types sont dans un garage avec des chalumeaux et que tu te dis, mais c'est ça qui va frapper Moscou. Alors, mais surtout, encore une fois, je le rappelle, c'est que sur le plateau, ils mettent bien, c'est le missile qui va frapper, c'est ce missile qui va frapper Moscou, en expliquant bien que c'est à 650 km du front. Et après, on nous montre un plan avec le prix, la vitesse et surtout de la portée qui est de 200 km. Alors moi, j'ai du mal à comprendre. Non, c'est sûr que ça ne peut pas frapper Moscou. Par contre, c'est sûr, quand on prend les distances de ce que je viens d'évoquer sur le Proche-Orient, quand on voit, là aujourd'hui, il y a des roquettes du Hezbollah qui arrivent à frapper le centre d'Israël, donc à environ une centaine de kilomètres. C'est pas forcément, donc, parce que le Hezbollah avait bien évidemment des missiles iraniens, mais il y a aussi des productions locales qui arrivent à le faire. Alors avec derrière un taux de précision, parce que c'est ça aussi qu'il faut rappeler, c'est que par rapport aux vecteurs et ensuite par rapport aux lanceurs disponibles, qui n'est pas forcément idoine, on va utiliser des lanceurs existants qu'on va peut-être modifier et compagnie, vous allez avoir un niveau de précision qui va être moindre. Donc tout ça, c'est de la com, c'est pour nous dire tout va bien. Alors que pendant ce temps-là, l'industrie d'armement russe, comme je l'expliquais tout à l'heure avec Nicolas, elle en est toujours à produire 3 obus 252 mm, puisque c'est les Russes, quand les Américains n'en produisent qu'un seul. C'est tout. Donc, et vu que les Américains sont les seuls à pouvoir fournir correctement l'armée ukrainienne, mais qu'en même temps, il ne faut pas oublier qu'ils envoient prioritairement maintenant la majorité de leurs munitions disponibles à Israël, le flux de fabrication des obus aux États-Unis est vraiment, comme le disait Jacques Sapir, à son niveau maximal. Ils peuvent pas faire plus maintenant. Et Blinken l'a rappelé. On n'en a pas parlé là dans les actus de la nouvelle année, mais là, les Américains viennent de re-signer un nouveau bon d'armement pour Israël avec un nombre de munitions colossal. Donc l'Ukraine, dans tout ça, c'est la portion qui reste. Non, il nous reste un truc, on va leur envoyer. Parce que donc toutes les histoires d'agitation sur on va continuer la guerre, il faut les voir d'abord à l'aune de ça. Vous ne fabriquez plus assez, vous n'avez plus assez de munitions, ça va aussi s'éteindre avec ce cadre-là va aussi éteindre la conflictualité. Une dernière question pour clore ce sujet ukrainien, c'est quand même parler de l'Europe, parce que donc l'aspect de l'industrie de l'armement est fondamental. Ça permet de voir la véritable force d'une ou des nations ou des coalitions, et ça permet aussi de voir les préparations pour des guerres à venir. Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a un avancement sur le fameux projet de von der Leyen? Von der Leyen qu'on salue, on espère qu'elle va vite se rétablir parce qu'elle en a arrêt maladie et elle n'a pas son carnet de correspondance pour ne pas avoir de mots à l'intérieur. Mais von der Leyen a quand même bien expliqué qu'un de ses grands projets, c'est d'ailleurs ça qui est fortement inquiétant si Donald Trump décide de refiler la patate chaude à l'Europe, c'est en fait de monter une armée européenne. Est-ce que l'industrie européenne, elle, est en branle-bas de combat? Est-ce qu'elle est vraiment en type d'effort de guerre? Est-ce que ça peut être un indicateur d'une future mobilisation ou alors il y aurait une autre analyse derrière? Alors, d'abord, avec l'aide précieuse de M. Thierry Breton, tout aussi précieuse que celle de son confrère Bruno Le Maire, nous n'avons pas été capables de sortir le million d'obus à travers l'Europe qu'on avait promis aux Ukrainiens. Et nous en sommes toujours pas capables. Et surtout, au bout d'un moment, il ne faut pas oublier quelque chose. Pour faire un obus d'artillerie, il faut des composants chimiques pour le propulser. C'est dans la douille de l'obus. Et une partie de tous ces composants, notamment la poudre, le premier pays détenteur de tout ce qui permet de faire cette poudre,
c'est la République populaire de Chine. Donc, si Pékin dit non, je vais vous enquiquiner parce que vous tapez mon partenaire économique privilégié qui est la Russie, on sera dans de beaux draps parce qu'on n'a plus d'industrie autonome en Europe pour fabriquer ça à la place des Chinois. Déjà, hein, j'expliquais ce que disait Xavier Moreau sur l'industrie américaine dépendante au niveau de ses composants et de ses sous-traitants de la Chine. Eh ben nous, c'est aussi par rapport à la fabrication des obus, on est dépendant aussi des Chinois. Donc, il faut tout de suite se calmer si on va faire une guerre modèle 1914. On va être le premier producteur d'obus de toute la coalition de l'époque. C'est pas possible. Et ensuite, puisque nos industries sont en train de se casser la figure, puisqu'on n'a plus d'approvisionnement bon marché en gaz russe, hein, on le voit bien, alors même si nous, Français, ça se ressent moins grâce à notre parc nucléaire, merci le général de Gaulle, eh bien, si on n'arrive plus à fabriquer de bagnoles, on n'arrivera pas à fabriquer des obus, on n'arrivera pas à fabriquer des chars, on n'arrivera pas à fabriquer tout ça. Et donc, Madame van der Leyen, ce qu'elle ne nous dit pas, c'est que son histoire d'armée européenne, alors déjà en tant que telle, c'est une lubie des européistes depuis les années 50, hein, avec la communauté européenne de défense et compagnie, mais c'est surtout que ce qu'elle veut faire, c'est acheter américain. C'est ça qu'elle va faire, c'est-à-dire qu'elle va acheter le matériel qui restera aux États-Unis à revendre sur le marché mondial, tout en s'enrichissant pour fabriquer des nouveaux matériels. Je rappelle que les matériels militaires de l'armée américaine au niveau de l'armée de terre aujourd'hui, notamment le char de combat Abrams, il a été conçu il y a 50 ans. Il est temps d'en changer. Alors, c'est bien d'en revendre. Ils en revendent aux Polonais, ils en revendent à qui mieux, à tous les anciens pays du pacte de Varsovie qui, eux, ont cédé leurs anciens chars d'origine soviétique à l'armée ukrainienne, qui les a globalement tous perdus dans les combats. Donc, on est dans un système de cascade. Hein, les Américains vont nous inonder bientôt de tout leur matériel. Alors nous, les Français, on va peut-être résister un tout petit peu plus longtemps parce qu'il nous reste quelques pôles dans notre industrie d'armement, mais on verra, comme on l'a déjà marqué là avec l'histoire de la Roumanie, avec la concomitance des problèmes électoraux, les Roumains, qui sont abreuvés de fonds européens, donc de nos impôts à nous Français, entre autres, ou Allemands, eh bien, la première chose qu'ils font quand ils commandent des nouveaux avions, appellent-ils Serge Dassault pour lui demander quelque chose, hein? Ah ben non, ils appellent Lockheed Martin pour avoir des F-35. Les Polonais, quand ils veulent des avions, appellent-ils Serge Dassault? Non, ils appellent Lockheed Martin pour avoir des F-35. Mes voisins belges font-ils? Non, ils appellent toujours Lockheed Martin pour avoir des F-35. Donc Madame van der Leyen, ce qu'elle va faire, puisque déjà ces gens-là ont opéré contre l'industrie militaire d'armement français depuis des années, hein, ces gens-là, allez interviewer, les gens disent ah oui Serge Dassault, ceci, cela, interviewez les gens de chez Dassault, ils vous diront ce qu'ils pensent des gens de la communauté, enfin de l'Union européenne. Ce sont des, excusez-moi l'expression, des salopards qui travaillent contre les intérêts de la France, on le savait, mais contre les intérêts de notre industrie d'armement, qui est la seule industrie d'armement suffisante et autonome de tout le continent ouest européen. Hein, et ils ont savonné la planche à Dassault comme c'est pas permis, et avec les projets d'Eurofighter et compagnie. Alors on peut aimer ou pas la famille Dassault, mais en tout cas, elle défend la France. Faut pas l'oublier. Tout à fait. C'est intérêt aussi au passage, mais ça c'est normal quand on est un capitaine d'industrie. Mais là, on a vu que tout ce qu'ils essayent, c'est de faire de ce que nos armées soient des clients des États-Unis partout sur le continent. Et donc les États-Unis engrangeront des bénéfices qui, eux, vont leur permettre de faire les systèmes d'armement modernes dont on a besoin pour les 70 ans qui viennent. Voilà, c'est ça le process. Mais c'est pas que nous, on fabrique quelque chose tout seul. De toute façon, si on décide quoi que ce soit au niveau de l'Union européenne, ils remettront Bruno Le Maire aux commandes, donc ça marchera pas. Malheureusement, oui. Mais ça me semble être un point intéressant à développer pour, encore une fois, rester dans le calme et l'observation et surtout rester rationnel sur l'inquiétude globale parce que, encore une fois, c'est l'industrie de l'armement détermine l'avenir ou non d'une guerre, la naissance potentielle ou non d'une guerre. Donc là, ça permet de savoir avec le fameux, parce que le grand problème que l'on a quand même en Occident sur de nombreux domaines et sujets, c'est qu'on est beaucoup dans la méthode Coué. Hein, on est vraiment dans le wishful thinking. On est totalement coupé du réel, mais notre idéologie veut imposer absolument
veut s'imposer dans le réel, quoi qu'il en coûte. Et là, on voit que, d'ailleurs, même sur le plan sociétal, politique, il y a une réaction en chaîne, c'est-à-dire l'éternel retour du concret qui arrive avec des baffes qui sont prises. Mais ça me permet, parce qu'il nous reste 15 minutes, Sylvain, il y aura 2 sujets encore après que j'aurai abordés. Juste un dernier petit point sur lequel il faut insister, puisque je n'arrête pas de parler de Breton et Le Maire, c'est qu'en Russie, dès 2022, dès l'été 2022, on a eu des cadres très importants dans la hiérarchie du complexe militaro-industriel russe qui ont été jugés pour corruption, pour avoir détourné de l'argent public sur de l'ARD, hein, du recherche et développement de certains nouveaux systèmes d'armes. Ils ont été appréhendés, jugés et condamnés très lourdement. Voilà. Donc on peut pointer la Russie en disant eux, quand ils découvrent que des types ont fait n'importe quoi avec les deniers publics dans le domaine de l'industrie d'armement, ils finissent en prison pour des dizaines d'années. Voilà, je voulais rajouter ça par rapport à monsieur Breton qui se trimballe toujours en liberté aujourd'hui. Bien sûr, on pourra même rappeler, encore une fois, parce que ça a une incidence sur toutes les industries, c'est le pacte de corruption de Macron où on n'a aucun retour juridique, aucune condamnation ou autre, et on sait qu'il n'y a plus de trahison, de haute trahison qui semble exister, ou en tout cas, il n'y a plus de considération sur ce point-là. Donc bon, malheureusement, c'est l'état de notre pays. Alors, un point rapide, parce que vous l'avez abordé lors du dernier bulletin sur veille stratégique, et qui me semble important, parce qu'il peut y avoir, à mon avis, 2 grilles de lecture, et moi, étant optimiste, je vois ça comme un bouquet final très symbolique de personnes qui ont conscience de leur défaite. C'est Joe Biden qui a remis la Medal of Honor, la médaille d'honneur. Non, la médaille de la liberté. Ah non, parce que la médaille of Honor, la médaille de la liberté. La médaille de la liberté à 3 personnes, principalement, qu'il faut retenir. Alors, et il y a un intrus. Je vous invite, chers spectateurs, vous prenez le temps, cherchez l'intrus. Attention, c'est une question très difficile. On a George Soros, on a Hillary Clinton et Denzel Washington. C'est le Omar Sy américain peut-être qui est là pour essayer de faire comprendre que tout se passe bien, tout va bien. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ça? J'en suis certain, parce que pour moi, il y a quand même quelque chose de très symbolique derrière cette récompense-là, que je vois plutôt comme le symbole d'une fin, en fait, la fin d'un monde, de personnes qui s'auto-congratulent et qui se récompensent, alors que le réel semble les écarter, les mettre sur la voie de la sortie petit à petit. Ah oui, c'est la médaille en chocolat de la fin du cross de 3e. On dit à tout le monde, vous êtes tous des gagnants, il n'y a pas de perdants, vu qu'on est tous jeunes et beaux. Hein, voilà, c'est ça. Alors bon, ce qu'il faut pas oublier, c'est le petit texte qui va avec cette distinction. Hein. On remet la médaille de la liberté aux États-Unis aux gens qui ont participé à défendre les valeurs américaines et la paix. La paix dans le monde, Raphaël, attention, hein, la paix dans le monde. George Soros, Hillary Clinton, cherchez les intrus. C'est cosmique. Moi, je dis, ces gars-là ils sont complètement barrés. Et puis, alors, on voit bien que Papy Biden a été complètement, bien sûr, manipulé. Hein, c'est pas lui il est juste là pour attacher le cordon au cou de ces gens-là. Bon, heureusement, il les a pas étouffés en faisant un faux geste. Il aurait dû. Mais voilà, on est dans une espèce de parodie de tout. C'est complètement incroyable. C'est-à-dire que on nous montre ces gens-là comme des soi-disant exemples donc de défense des valeurs américaines. Alors pourquoi pas certaines valeurs américaines, mais pas celles qu'on aime. Et puis de l'autre côté, la paix dans le monde. Bon bah là, on a tout dit quoi. George Soros, la paix dans le monde. Hillary Clinton, la paix dans le monde. Enfin, hier, j'ai pas fait le catalogue dans le bulletin de tout ce qu'on pourrait leur reprocher. Mais moi, qui ai des amis américains, contrairement à tous les imbéciles qui pensent que je suis un anti-américain rabique et débile. Moi, mes amis américains, ils ont une dent contre Hillary Clinton, et notamment ceux qui bossent dans le secteur de l'armée américaine et de la défense, par rapport à sa gestion de la crise en Libye et de l'abandon de l'ambassadeur américain qui est tombé sous les balles des djihadistes. Hein. Faut pas l'oublier, hein. Ils en ont même fait un film à grand spectacle. Donc, cette dame-là, dans le milieu de la défense aux États-Unis, bon, il y a des gens qui l'aiment beaucoup parce qu'elle leur a rempli les poches, mais les gens du terrain, les types qui se battent, les soldats, les guerriers, eux, s'ils pouvaient lui régler son compte, je pense qu'ils ont dû avaler une sacrée couleuvre en la voyant être décorée de la sorte par Biden. Et ils ont bien compris que tous ces gens-là, ils étaient dans leur petit monde qui effectivement se termine. Alors on s'auto-congratule une dernière fois. Ça fait penser, c'était plus dramatique, hein, c'est toujours l'histoire de Karl Marx. D'abord, c'est un drame, la deuxième fois, c'est une farce. On pense au dernier récipiendaire de la Croix de Fer dans le métro de Berlin en avril 1945.
et parmi eux, il y avait quelques Français qui défendaient le Reichstag. Bon, voilà, hein, les soldats perdus, là, c'est les grands soldats perdus, les grands officiers perdus, qui se disent une dernière fois, on a quand même été les meilleurs, on a quand même fait des belles saloperies, donc on a le droit à une petite médaille. Voilà, mais c'est la fin du monde pour eux, c'est sûr, c'est sûr. Un signe qui, en tout cas, est positif parce que le fait qu'ils décident de faire ce type de cérémonie, eh ben, ça semble indiquer qu'ils ont intégré le message de l'histoire qui semble apparaître aujourd'hui, la grande transformation qui est en cours. Et donc là, vous avez parlé donc d'Hillary Clinton, de la Libye, mais du djihadisme. Et ça me permet d'aborder le dernier sujet qui me semble très important. Et je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, la situation au Proche-Orient. Un petit mot quand même sur la Syrie, les fameux rebelles modérés. Là, on vous en avait déjà parlé et nous avons déjà eu tous accès, je pense, à de nombreuses vidéos qui montraient la réalité du terrain de ces fameux rebelles modérés sur la population syrienne qui est atroce. Mais surtout, c'est que là, alors là, on a une affaire hallucinante. C'est-à-dire qu'on a eu déjà l'histoire de la poignée de main, même si apparemment la ministre allemande était au courant qu'ils allaient recevoir un salut lointain. C'est que là, on apprend que le ministre actuel donc de la justice syrien, alors je vais juste redire son nom correctement pour pas me tromper. Alors, excusez-moi, le ministre syrien, c'est Al-Waisi, si je le prononce bien, donc Shadi Al-Waisi, où on a découvert, et c'est confirmé par les médias, c'est le ministre actuel donc de la justice en Syrie. Donc, c'est quelqu'un qui, en 2015, on a des vidéos où il était en train de mener ou de diriger des exécutions de femmes Oui. prostituées. Voilà. Un commentaire peut-être sur ça? Bah, voilà, on a mis au pouvoir des gens, alors par le biais de l'aide de la Turquie, des gens qui sont de toute façon les ennemis de l'Occident, hein, et qui l'ont déclaré ouvertement depuis maintenant depuis plus de 15 ans, hein, au début de la guerre en Syrie, de la guerre civile. Donc voilà, on a voulu nous dire déjà à l'époque avec Laurent Fabius que c'était des rebelles modérés parce qu'ils tapaient sur le gouvernement de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, ils ont mis à bas le régime de Bachar el-Assad, donc c'est toujours des modérés, quelles que soient les preuves qu'on va pouvoir amener au dossier pour dire mais non, ce ne sont pas des modérés, ce sont des salopards. Voilà comment ils considèrent les femmes, hein. Et je rappelle que ça, c'est le grand trait de différence civilisationnelle entre le monde chrétien et tout le reste du monde, hein, j'inclus le monde musulman dedans, hein, c'est que nous faisons mémoire d'un homme qui, quand une prostituée était sur le point de se faire lapider, a tracé un trait dans le sol en disant maintenant que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Voilà le rapport que nous avons au monde depuis que nous avons considéré que le Christ était notre modèle et notre sauveur. Donc là, voilà, il applique la charia, la prostitution est interdite, ça mérite la lapidation, bon ben voilà, terminé. Hein, mais ces gens-là, comme on l'a vu à travers la poignée de main, ben, eux, ils s'assument. Eux, ils n'ont pas de problème à dire nous sommes ce que nous sommes et nous continuerons de mener des exécutions, d'appliquer notre ordre du monde là où nous sommes. Ce qui est délirant, c'est que nous les soutenions, c'est tout. C'est ça qui est délirant parce que chacun a sa logique propre et elle peut être compréhensible par rapport à son milieu culturel ou ce genre de choses, ou sa location géographique. Mais que nous donnions la main à ces types-là et qu'on vienne dire que ce sont des modérés, alors que les premières victimes, bon, bien sûr, ce sont des gens alors qui appartiennent à la minorité alawite, bien sûr, nos frères chrétiens d'Orient, etc. Bon, bah, ça gêne personne parce que ça fait les intérêts de certains, à commencer par les Turcs, avec lesquels on veut rester en bons termes, parce que ça a mis à bas le régime de Bachar el-Assad et qu'on voulait plus de la Syrie avec ce qu'elle avait comme culture baasiste et laïque, et qu'on préfère toujours avoir des bons petits méchants à portée de main qu'on nous jettera en pâture quand on en aura besoin. Il faut jamais oublier ça. C'est-à-dire que dans le système occidental que les Américains ont mis en place, ce sont les fils de pute, hein, les sons of bitch, qui sont là à disposition. Et le jour où on a besoin de créer une petite guerre, de créer une conflictualité, eh bien, on vous les pointera du doigt comme étant des salopards. Et là, il faudra leur casser la figure à nouveau. Hein, faut pas oublier ça. Et là, je pense que ceux-là, ils jouent un rôle particulier pour permettre à Israël d'aller plus loin dans le grand jeu qui est en cours. C'est-à-dire qu'on nous les pointera du doigt pour que Israël puisse justifier d'aller encore plus loin en territoire syrien dans les mois et les semaines qui viennent.
Voilà, donc tout le monde est content. Sur les plateaux télé, il y a encore quelques personnes qui se pincent. Ah, mais vous êtes sûr, etc. Bon, c'est une comédie insupportable. Et surtout, par rapport aux images qu'on peut voir et qu'on pensait ne plus voir, on se disait après la victoire contre l'État islamique, on ne reverrait plus ça. Non, on les reverra tant qu'il faudra pour justifier de futures interventions, de futures déstabilisations pour les intérêts de certains à Washington. C'est tout. Et dernière question par rapport à la Syrie et l'évolution potentielle de la situation. Parce que là, on est censé donc avoir un gouvernement. C'est pour ça qu'on parle du ministre de la Justice syrien. On a hâte de voir d'ailleurs nos hommes politiques et nos diplomates invertis qui vont aller les voir pour serrer la patte et voir comment ils vont les regarder. Non, parce que ça va quand même être quand même assez important. Je ne sais pas comment ils vont être accueillis. Mais c'est selon vous, Sylvain, est-ce que la Syrie, est-ce que ça va être une forme hybride de ce qui est devenu la Libye, c'est-à-dire à la fois une situation chaotique politiquement, avec ou sans gouvernement. Est-ce que ça va créer une exode? Est-ce que ça va servir de plaque tournante? Ou alors est-ce que ça va amener une certaine stabilité, mais une stabilité extrêmement dirigée dans l'intérêt d'un groupe bien précis? Ah non, moi je pense que les Occidentaux, notamment pour servir les intérêts israéliens, ont tout intérêt à ce que ce soit le chaos. Et par rapport à l'implication de l'acteur turc dans l'affaire, je pense que ça ressemblera beaucoup à ce que les Turcs font déjà en Libye. Hein. C'est tout à fait dans leurs intérêts, alors qu'il y ait peut-être deux gouvernements, qu'il y ait peut-être des zones qui soient plus gouvernées ou ce genre de choses. Ça, c'est tout à fait probable. Et donc, du coup, ce sera le chaos. Il y aura une structure centrale qui sera à Damas, qui tiendra une partie du pays utile. Mais je ne pense pas que la situation sera stabilisée. On a déjà vu des manifestations qui ont été réprimées violemment. On n'en a pas vu les images, comme d'habitude. Hein. Il y a eu des manifestations des différentes minorités pour dire mais c'est en train de barrer en sucette, il faut que ça s'arrête. Bon, donc ça sera, à mon avis, toujours un petit chaos permanent qui sera entretenu à feu doux. On remontera les feux quand ce sera nécessaire pour nous dire, du coup, regardez, quel est le seul acteur régional qui est capable de mettre un terme à tout ça? Tel Aviv. Voilà, faut pas se leurrer. Et est-ce qu'il y aura toujours une présence russe? Est-ce que les Russes vont peut-être penser à se rétracter de la zone parce que ça peut être une zone de tension, ou alors ils ne lâcheront pas leur base? Alors, ils sont là, on le sait officiellement, pour être à déterminer leur statut à la fin du mois de mars de cette année. Voilà, on en saura plus. Moi, je dis qu'ils peuvent rester parce que les autres ne veulent pas les mettre dehors. Parce que il y a eu des informations sur des accords à venir, surtout. Et oui, parce que ce qu'il faut voir, c'est que les gars qui sont là, Al-Joulani et compagnie, c'est peut-être des barbares, mais c'est pas des idiots. Et eux, ils savent très bien qu'ils peuvent se retrouver avec les dindons de la farce. Et c'est pour ça que les types intelligemment se disent, si les Russes restaient dans le coin, vu ce que je viens d'expliquer sur le chaos que les autres veulent entretenir, ça nous servirait de garantie. Ils sont pas bêtes, hein. Et c'est là qu'on voit que c'est quand même des types, c'est pas juste des types en babouche qui égorgent des gens. Hein. Faut pas les voir comme ça, ce serait une erreur monumentale. Ce sont des types intelligents. Ils ont probablement conscience de toutes les manipulations antérieures et ils se disent là, si les Russes restaient, ce serait à notre avantage aussi. Alors peut-être que c'est plus l'intérêt de Moscou. Ça, faudra en reparler après le mois de mars et voir quelle est la décision qui est prise à Moscou.